Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Nexus et aujourd'hui une nouvelle émission pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde agricole avec les politiques. On devient habitué malheureusement à la violence politique, mais on a l'impression que ça passe des marches à chaque fois. Donc on va essayer d'écouter sans les interrompre deux agriculteurs en France aujourd'hui, Léonore et Virginie, qui ont bien voulu être avec nous. Voilà, je vous donne tout de suite la parole. Est-ce que vous pouvez présenter est-ce que vous êtes dans certains groupes? Je crois que Léonore, vous êtes avec les paysans libres. Et voilà. Et une petite présentation de vous deux. Et puis ensuite, on va écouter vos témoignages. Léonore et Virginie, bonjour à vous deux. Oui, Bonjour Romain. bonjour. Oui, donc je suis éleveur donc au sein d'une ferme familiale en Côte d'Or. Donc nous, on est éleveurs en bovin et ovin. Et on est en bio depuis très longtemps. C'est mon grand-père qui a commencé en 1965, qui était dans les premiers bio en France. Et malheureusement, tout ce qui arrive aujourd'hui, on va dire, c'est la continuité, peut-être l'aboutissement même de tout ce qu'a connu mon grand-père, mon père et puis d'autres avec eux depuis 60 ans. Enfin, depuis 80 ans, depuis l'après-guerre en fait, finalement. Et donc, c'est pour ça qu'il nous tenait à cœur en tout cas moi personnellement, d'essayer de porter une autre voix parce qu'on est convaincu de nos méthodes d'élevage. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui notamment. Oui, donc moi je suis au collectif Paysans Libres. Je suis installée dans la Loire. J'ai des vaches laitières et des chèvres, donc en transformation fromagère. Je suis installée depuis 15 ans. Alors, dans ma zone, donc on a eu un cas mi-septembre de dermatose, donc à moins de 50 kilomètres de chez moi. Ce qui fait que je me suis retrouvée dans ce qu'ils ont appelé au départ une zone dermatose. Donc, obligation vaccinale par les préfets. Voilà, je cherchais en fait depuis mi-septembre comment éviter cette vaccination. Parce que après plusieurs recherches personnelles, parce que à ce moment-là, en fait, je ne connaissais pas encore les paysans libres. J'ai vu que oui, la maladie, déjà, elle était vraiment pas récente. Avec un siècle de recul, je pense que on peut trouver d'autres solutions pour soigner. Que d'autre part, c'était une maladie qui a été classée A au niveau de l'Union européenne uniquement en 2018. Alors, classée A, en gros, ça veut dire éradication des foyers infectés et vaccination obligatoire. Euh, voilà, sauf qu'en réalité, on se rend compte que la maladie n'est pas dangereuse, qu'elle se soigne. J'ai essayé de faire porter ma voix en écrivant au préfet, au directeur de la DDPP, qui est toujours resté sans réponse. Jusqu'à mi-janvier, où j'ai reçu ma première mise en demeure de vacciner avec un gros risque d'amende. Alors, je ne sais plus, ça doit être dans les 1500 euros, plus la suppression des primes PAC. Voilà, donc je risque gros. Je ne sais pas encore ce qui va en être, on verra. J'ai répondu au préfet qui n'a absolument pas tenu compte de ma lettre. Et donc, les gendarmes m'ont apporté début mars l'arrêté préfectoral en main propre. Donc, ça Alors, c'est-à-dire fait... que vous lui aviez essayé de faire un recours envers le préfet, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, en lui posant des questions, en lui demandant euh, pourquoi cette vaccination obligatoire. Est-ce qu'il est possible de discuter avec lui, de le rencontrer et d'échanger? Mais ils ne veulent pas échanger avec nous. Alors, les Ils vous raisons, disent, vous devez vacciner et point barre. oui, c'est ça. Donc, sur tous les courriers, c'est vous vacciner et ensuite vous avez un recours de 2 mois. Mais bon, une fois que le mal est fait, il est fait en fait. Et donc, les gendarmes m'ont apporté ce courrier, ce recommandé. Donc, déjà, ça fait bizarre de se retrouver avec des gendarmes à sa porte pour nous apporter un courrier en fait.
Et donc, il était prévu qu'il vienne le 12 mars. Et là, donc, j'étais entrée à ce moment-là dans le collectif Paysans Libres. Donc, j'ai pu me rapprocher de maître Diane Prota qui est venue à la ferme le 12 mars pour accueillir donc, les gendarmes, l'agent de la DDPP et le vétérinaire. Donc, Diane Prota, qui est une avocate qui, justement, essaie de retarder ces échéances de vaccination. Oui, voilà, des retardés et même plus, même carrément les empêcher, en fait. Oui. Voilà, c'est qu'elle a fait beaucoup de recours, mais en fait, à chaque fois, les autorités, ils passent au-dessus de tout. Ils viennent complètement dans l'illégalité. Hein. Donc, ils sont revenus. Donc, le 12 mars, ils n'ont pas pu rentrer chez moi parce que c'est ma propriété privée. Et ils n'avaient pas d'ordonnance du juge des libertés. Pourquoi est-ce qu'ils essayaient de rentrer parce que vous refusiez la vaccination à ce moment-là? Oui, voilà. Donc, le 12 mars, ils venaient dans le but de vacciner mes vaches de force. Mais voilà. ils sont venus sans mandat, ils ont toqué à la porte pour dire on arrive. Voilà, ils avaient l'arrêté préfectoral et c'est tout. On vient et on vaccine et c'est tout. Donc, ils n'ont pas pu rentrer, ils n'ont pas pu vacciner mes vaches. Ils ont dû aller saisir le juge des libertés pour obtenir l'autorisation de rentrer chez moi. Et fin mars, alors ça doit être le 23 mars, j'étais dans ma fromagerie, téléphone coupé, donc j'entendais rien. J'étais dans ma bulle. Et là, par la fenêtre, j'ai vu des gendarmes qui étaient rentrés dans ma cour, qui étaient fermés à clé. Hein. Mon portail était fermé à clé. Et quand je suis sortie, pour rentrer dans votre cour. Ah oui, ils sont rentrés dans ma cour, les gendarmes, la DDPP, le vétérinaire, et 2 témoins qu'ils ont pris à partie qui se promenaient sur la route. Et quand je suis arrivée, en fait, ils avaient déjà vacciné mes 4 veaux qui étaient dans l'étable. Et ils s'apprêtaient à aller chercher mes vaches. Donc déjà là, ça a été le choc pour moi. Voilà, donc j'ai appelé tout de suite mon avocate qui a fait le nécessaire pour les empêcher d'aller plus loin, puisqu'ils voulaient vraiment aller chercher mes vaches au pré. Donc ils n'ont pas pu. Ils sont repartis. Là, ils m'ont notifié l'ordonnance du juge des libertés à ce moment-là et pas avant. Donc, on a fait un recours au juge des libertés. Avant d'aller sur le recours au juge, n'allons pas trop vite dans cette affaire. À quel point c'est, parce qu'on se dit, non, ce sont des animaux, c'est vous qui en avez la responsabilité. Ils sont venus comme ça, vous les avez découverts, vous avez découvert les gendarmes et les vétérinaires en train de vacciner directement. Et vous, en toute complète illégalité, c'est ce que vous nous dites. Comment est-ce qu'on vit ça humainement quand on voit ce que vous avez vu? C'est très dur. Très dur. J'ai vraiment du mal à comprendre qu'on puisse faire de telles choses. Je me réveille le matin en me disant mais en fait j'ai vécu un film d'horreur, c'est pas possible. C'est une autre dimension. Hein. Je pensais pas qu'on en arriverait à ce point-là, quoi. C'est violent, c'est très très agressif envers nous, quoi. Vous avez pu leur parler, vous avez quelle est leur mentalité que ce soit les gendarmes ou les vétérinaires, quand vous leur avez dit arrêtez ou stop, qu'est-ce que vous avez vu dans leurs yeux à ces gens-là? Ils en ont rien à faire qu'ici? Ils en ont complètement rien à faire. On est là pour faire ça, point. On ne peut pas discuter avec eux. J'ai essayé, mais sans résultat. Je leur ai demandé s'ils avaient mis des doses pédiatriques à mes veaux, quand même. Ils m'ont répondu que non, c'était la même dose pour tout le monde. Que de toute manière, même pour les humains, les bébés reçoivent les mêmes doses que les adultes et que c'est tout à fait normal. Enfin, moi, c'était pas ce que j'avais appris, mais voilà, donc c'est incompréhensible. Et puis, oui, une inhumanité complète. Vraiment.
Les vétérinaires, moi, c'est vraiment dans ces affaires-là, là, ces 6 derniers mois, que j'ai découvert le comportement des vétérinaires il y a eu, à chaque fois, les gendarmes doivent être accompagnés de vétérinaires qui, eux, font justement la vaccination. Quel est leur rôle? Comment ils en viennent aussi à cela et à être autant dans finalement la délation, finalement on applique les ordres? C'est des comportements qui rappellent des heures sombres de notre histoire. J'ai aucun peur en tant que journaliste, même pour Nexus, de faire le parallèle avec des heures sombres de l'histoire française, parce que c'est vraiment ces comportements-là qu'on retrouvait à l'époque. C'est-à-dire, oui, on applique les ordres, c'est ce que la culture nous dit de faire, c'est ce que les autorités nous disent de faire. Voilà. Parlez-nous un petit peu Léonore aussi, parlez-nous des vétérinaires. On connaît mal le rôle des vétérinaires dans cette situation, finalement. Bah, alors, à l'origine, moi, j'ai toujours eu des très bonnes relations avec mon vétérinaire sanitaire. Là, en l'occurrence, la DDPP n'a pas fait appel à mon vétérinaire sanitaire propre, mais à sa salariée directement, sans en informer mon vétérinaire. Et elle, vraiment, enfin, je la trouve extrêmement inhumaine, quoi. Je ne sais pas comment elle a fait pour en arriver jusque-là, quoi. Qu'est-ce que ça cache? Je ne saurais pas le dire. C'est-à-dire inhumaine? Dans quel sens inhumaine? Inhumaine, on pique, c'est comme ça. Enfin, elle suit en fait l'arrêté préfectoral sans même se poser aucune question, quoi. Donc oui, c'est choquant. Léonore, tu voulais dire un mot? Moi, je dirais, ça va même au-delà. En fait, vous parlez des heures sombres, c'est un endoctrinement. Et alors, je parle pas pour tous les vétérinaires, hein, mais en tout cas pour certains, on va pas se battre pour savoir si c'est 20% ou 80%, mais en tout cas, malheureusement, pour certains, ils vont appliquer ce que on leur a appris. Et en fait, ils restent dans leur confort intellectuel, puisque c'est dérangeant psychiquement d'aller en dehors de leurs œillères. On leur a mis des œillères à l'école vétérinaire, et c'est pour ça dans toutes les écoles. D'ailleurs, je vous invite à chaque fois à regarder les financements des écoles de médecine ou des écoles de vétérinaire, tout comme les écoles d'agronomie. À chaque fois, c'est très opaque les financements, et c'est bon, voilà. Donc, je vous invite vraiment à prendre la distance à chaque fois pour comprendre dans le monde dans lequel on vit. C'est vraiment regarder les financements à chaque fois de quand on vous sert un discours tout rodé sur un plateau. Et là, c'est le cas pour les vétérinaires, c'est-à-dire que je sais pas, je connais pas personnellement cette vétérinaire qui est venue chez vous, Virginie. Mais déjà, rien que le fait vous voyez, de demander à la salariée sans demander à son patron, je pense que la salariée est plus jeune que le patron. C'est quelque chose qu'on constate, par exemple, chez les CRS aussi. Moi, j'étais à la ferme L'Homme lors de l'abattage début décembre. Et on a eu les mêmes témoignages des collègues qui étaient donc en Ariège 2 semaines après. Pareil pour l'abattage des 208 bêtes. En fait, en première ligne, ils mettent des jeunes puérils. Et là, ça me fait penser un peu à ça, c'est-à-dire que ils vont utiliser, voilà, c'est vraiment abuser de la confiance, hein, pour moi. Ouais, j'ai pas peur faut nommer les choses. Ils abusent de la confiance des jeunes que les jeunes ont fait à leur cours à l'école, quoi, hein. Et en fait, dans leur tête, c'est le seul moyen d'avenir. L'avenir, c'est qu'il n'y ait pas la maladie. Et l'avenir, c'est la vaccination. Alors que, en soi, la vaccination, il ne s'agit pas d'être anti ou pro-vaccination. En soi, la vaccination, ça peut être un des tableaux sur lequel on peut jouer pour accompagner une maladie, ou en tout cas prévenir les formes graves. Mais déjà, ce n'est pas forcément adéquat et cohérent sur l'ensemble, sur tous les systèmes d'élevage, hein. Et puis, ce n'est pas le seul tableau sur lequel on peut jouer. Il y a de multiples tableaux, que ce soit en préventif ou en curatif, pour faire en sorte que l'organisme du mammifère, quel qu'il soit le plus résistant possible.
Et puis bon, après, on pourrait aller sur le fait qu'il y a des adjuvants, il y a potentiellement de l'ARN messager, etc., etc. Là, effectivement, là, je parle pas de ça. Là-dessus, c'est sûr que c'est de l'abus total. Mais sur le vaccin en lui-même, ça peut être une des solutions. Et le problème, c'est que ils ont été formatés pour dire c'est l'unique solution. Et Oui, du coup, ils arrivent sur un cas comme Virginie, ils vont même pas voir les conséquences psychologiques et financières et aussi sanitaires s'il y a des effets secondaires par la suite, et voire même les conséquences de contrôle, parce que si aujourd'hui il y a quand même, on sent qu'il y a une volonté de passe sanitaire, hein, c'est-à-dire que vous allez vacciner tous les 6 mois, donc une dose tous les 6 mois, sinon vous pouvez ni vendre, ni acheter, ni abattre. Hein, donc on voit, et donc ces jeunes vétérinaires vont même pas se poser la question de toutes les conséquences multiples qu'ils vont avoir, parce qu'en fait, pour eux, c'est la seule solution. Donc, si tu penses pas comme eux, c'est que en fait, t'es pas dans le vrai et que t'as rien compris, t'es un illuminé. Voilà, t'es un illuminé. Donc, de toute façon, t'as qu'à rentrer dans le rang. Et c'est pour ça qu'il y a ce phénomène qui va aussi loin dans la violence, parce que ils ont des œillères, quoi, tout simplement. Et c'est terrible parce que, en fait, c'est aussi, alors là, j'extrapole, mais ça serait au rôle des parents, normalement, de dire, attention, ma fille, mon fils, tu vas en école d'ingénieur, de vétérinaire, de médecine, attention à tout ce que on va te dire. Voilà, et c'est vraiment un problème global, en fait, hein, tout ce qu'on vit. Oui, ce oui. serait de dire à ses enfants, fais attention, tu vas à l'école, mais ne te fais pas endoctriner. Ce serait très intéressant, ça, dans l'éducation. On pourrait en parler pendant des heures, mais oui, il y a Ouais. un vrai sujet là-dessus aussi, quoi. Mais ça va devenir le vrai sujet, parce que si on survit, finalement, on survivra, mais quand on aura traversé ces moments douloureux qu'on a en ce moment, poétiquement et en société, il faudra se poser ces questions-là. C'est comment est-ce qu'on arrive à ne plus avoir d'écoles qui sont dans des financements opaques? Comment est-ce qu'on arrive à éviter de tomber dans on écoute les autorités, on fait de la délation, machin. Comment est-ce qu'on traverse tout ça? Comment est-ce qu'on le transforme? Comment on cultive l'esprit critique et pour qu'on garde le libre arbitre, voilà, tout simplement. Voilà. Tout à fait. On y reviendra, Léonore. Virginie, revenons sur nos histoires. Alors, donc, on s'en est arrêté juste avant le recours. Après, déjà, juste, comment est-ce que émotionnellement vous vous sentez là, tout de suite? C'est encore très récent, ces événements. Là, maintenant, c'est très, très compliqué. Et puis, à chaque fois que je vois que sur une autre exploitation, il s'est passé la même chose, je revis ce qui s'est passé chez moi. Hein. C'est très dur. Hein. Là, je vais être obligée de me faire suivre parce que je suis sur le qui-vive en permanence. Et puis, c'est vraiment compliqué. Pour moi, j'ai vraiment du mal à dormir, à me reposer vraiment comme il faut. Ouais, on peut dire que vous avez vécu. Est-ce que c'est trop loin de dire que vous avez vécu un viol de propriété par les gendarmes? Ah non, non, j'ai vécu clairement un viol et de propriété et de consentement. On m'a pas laissé le choix, on m'a même pas laissé l'occasion de pouvoir m'exprimer, en fait. C'est interdiction de parole. Entre-temps, après qu'ils avaient touché à mes petits veaux, j'avais eu l'occasion de voir mon vétérinaire sanitaire, puisque je lui avais imposé de faire la prophylaxie annuelle avant le 31 mars, date butoir en fait. Donc la prophylaxie annuelle, c'est les prises de sang obligatoires qu'on fait chaque année pour détecter certaines maladies. Et j'en avais discuté avec lui. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il a découvert ce que ce salarié avait fait. Et lui, il m'avait dit, dans tous les cas, c'est pas moi qui viendrai le faire de force parce que je le ferai uniquement avec votre consentement. Donc voilà, déjà, lui était un peu plus raisonnable. J'avais pu échanger avec lui. Mais ben voilà, la DDPP ne l'a pas choisi parce que je pense qu'ils savaient à qui ils allaient avoir affaire, en fait. Donc oui, il faut avoir affaire à des gens qui sont dans le comment dire dans le bain et qui suivent le mouvement
bête et disciplinée, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous commenciez à nous parler d'un recours que vous allez faire, ou est-ce que vous en êtes? Enfin, quelle a été la suite de Ben, l'histoire? disons que, en fait, l'histoire s'est pas arrêtée là. C'est que, en fait, je l'ai vécu 2 fois, moi. C'est que, donc, j'avais réussi à les repousser après qu'ils aient vacciné mes 4 veaux. De là, on a fait un recours avec Maître Diane Prota. Et entre-temps, ils sont revenus le 7 avril. Non, le 8 avril. Le 8 avril, ils sont revenus chez moi. Ils ont attendu, en fait, j'étais au marché. Donc, ils ont attendu que je sois installée au marché à 20 km de chez moi pour m'appeler et me dire, on est devant chez vous et on va entrer, on va aller chercher vos vaches pour les vacciner. Voilà, donc ça a été extrêmement dur. Mes clients ont tout entendu, ils étaient extrêmement choqués. Ils ne pensaient pas que ça en arriverait à ce point-là. Donc là, ça en a éveillé plus d'un, hein. C'est le sujet de conversation là, depuis 15 jours parce que ils ont vu mon état émotionnel complètement effondré, en fait, hein. Voilà, donc ils ont profité, oui, que j'étais au marché. Bon, il y avait du monde pour garder la ferme en attendant, parce que je savais hein, qu'ils allaient revenir. Mais j'espérais au moins qu'ils attendent, enfin qu'ils me donnent un rendez-vous, une date, pour que mon avocate soit présente. Au moins ça. Et ça, non, ils n'ont même pas voulu l'entendre. Donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà, sans me demander mon avis. Et ça, malheureusement, il va falloir que ça cesse parce que j'espère vraiment qu'on va trouver une solution pour les autres, quoi. Donc là, il vous reste, voilà, vous avez réussi à garder un troupeau non vacciné. Il reste encore des. Ah bah non, moi là, ça y est, ils m'ont tout fait, là. Là, ils ont tout fait. Ils ont fait en 2 fois. Les 4 veaux, la première fois le 23 mars et les 9 vaches et génisses qui étaient au pré le 8 avril. Donc normalement, il y a des règles qui sont mises pour protéger les citoyens, et en fait, finalement, les autorités, du moment ils se sentent dans le bon droit, ou dans le vous inquiétez pas, le vaccin ça va être bon pour vous et vos vaches, il n'y a rien qui peut les arrêter. Tout saute. Tout saute, il n'y a plus rien qui existe. On n'a plus le droit d'être accompagné d'un conseil. On n'a plus le droit de rien, en fait. Mais vraiment. Oui, oui, Léonore? En fait, ça s'appelle être en roue libre. Voilà. Il roue libre dans une descente, même s'il y a des rochers, ça l'arrête pas. Elle saute. Elle est tellement pris de vitesse qu'elle saute par-dessus les rochers, quoi. Mais en fait, il y en a beaucoup qui disent ils accélèrent sur tous les domaines. Mais en fait, c'est pas exactement ça. C'est que je pense que plutôt on s'est endormi collectivement. Alors je parle pas que des paysans, hein, mais sur tous les domaines, mais y compris les paysans. C'est-à-dire que on a trop fait confiance au discours, dire on est là pour vous, etc., etc. Aussi, notamment aux subventions. Hein, je rappelle quand même les subventions de la PAC au départ, ça s'appelait, bon, il y a déjà plusieurs décennies de tout ça, hein, mais ça s'appelait des indemnités compensatrices, hein, parce que c'était pour compenser le fait qu'on apporte du blé ou de la viande des autres pays et qui fait que du coup, bah, on voulait aussi une agriculture qui puisse être exportatrice et donc et qui soit pas très chère pour nos concitoyens. Donc il a fallu la subventionner. Au tout départ, c'était des indemnités compensatrices. Et petit à petit, c'est arrivé à des subventions, ce qui fait qu'on est arrivé à être dépendant. Et aujourd'hui, ça peut être un outil de coercition, tout simplement. Mais en fait, on s'est laissé avoir au fil des années, des décennies, en ayant totalement confiance et en laissant, on va dire, par confort, hein, décider pour nous de plus en plus, de façon de plus en plus importante. Et on en arrive là aujourd'hui, mais c'est dans tous les domaines. Et il est temps de dire stop à un moment donné, parce que plus on attend, plus ça sera difficile de dire stop. Et peut-être que, et mieux vaut tard que jamais. Hier, il aurait été plus facile qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, il sera plus facile que demain. Parce que si on les arrête pas,
demain, mais que ça soit pour la vaccination, les abattages ou d'autres choses, mais là pour rester sur la vaccination et les abattages, ça va être des outils pour éventuellement, on va dire, supprimer certains types d'élevage au profit d'autres. Par exemple, sous prétexte sanitaire, on va abattre tel élevage et puis pas un autre, voilà, tout simplement. Ou alors, on va mettre sur certaines régions, certains lots, de l'ARN messager, hein, pour avoir des manques de fertilité sur des vaches ou des problèmes de contamination dans la consommation humaine. Donc, tout ça, il est temps de dire stop, et il faut absolument que la population. Alors, on ne pourra pas, il n'y aura pas une majorité parce que ça sera difficile. Il y a beaucoup de, vous savez, c'est comme en 40. Au début, il y a très peu de résistants, et puis on arrive à la fin de la guerre, il y en a beaucoup plus. Bon, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que il faut absolument que ceux qui là ont conscience des choses se rassemblent et disent non, en fait, un gros non. Voilà. Et si on est du nombre, ils pourront que ralentir. Et aujourd'hui, on est divisé et fracturé, et ce qui fait que il y a beaucoup d'aversions accusatoires. Quand on vaccine pas aujourd'hui, on nous dit oulala, le mauvais éleveur, il va contaminer ses voisins. Tout est fait justement pour diviser entre les paysans. Et ensuite, celui qui sort la tête du lot, elle est coupée, quoi. Hein. Et c'est d'une violence, comme dit Virginie, incroyable, parce que vous avez bien sûr un viol de propriété, un viol du système immunitaire, de tout votre travail. Il faut savoir qu'un troupeau de vaches, ça se fait pas en 5 minutes, et l'état sanitaire de votre troupeau, qui est lié aux soins que vous leur apportez, c'est-à-dire du temps, leur alimentation, aux soins que vous faites à votre sol, aussi le soin qui est fait dans les aménagements des bâtiments, il y a toute une ambiance et un biotope à respecter et à favoriser. Et tout ça se fait sur plusieurs années, plusieurs décennies. Et là, en un coup de baguette magique, baguette noire plutôt, on arrive, et puis tout ça c'est du flan, et puis c'est nous qui avons raison. Donc effectivement, nous dans notre collectif, par exemple Bourgogne-Franche-Comté, on a 2 psychologues, parce qu'avant tout ça c'est de la psychologie. Et c'est vraiment le système. Je vous invite vraiment à regarder, à lire le livre de Marion Saint-Michel, La gouvernance perverse. On est vraiment dans le triangle de Cartman. Le triangle de Cartman, vous avez le bourreau, victime, sauveur. On est exactement là-dedans. Il faut déjà comprendre un peu et étudier tous ces aspects-là pour ensuite se mettre debout et dire non. Tout à fait. Et c'est très intéressant quand vous parlez de division, Léonore, puisque tout ce que vous disiez, et même sur tout à l'heure quand vous parliez des écoles de vétérinaires, en fait aujourd'hui ça touche quasiment toutes les couches de la société. Nous, dans le journalisme, c'est pareil avec les écoles de journalisme qui sont aussi complètement biaisées, qui sont complètement dans l'endoctrinement. Et c'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui, puisque nous, en étant un magazine libre de toute subvention privée ou publique, on voit bien, par exemple, que le discours est complètement différent qu'avec des journaux qui sont complètement subventionnés, et notamment se reproduit ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire avec la crise sanitaire agricole actuelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médias que je ne vais pas les citer ici, mais qui nous attaquent, par exemple nous, avec des trucs complètement infondés, en justement essayant on dit les mêmes choses effectivement sur l'industrie en général. Il y a toutes les industries, ça leur pose aucun problème de taper sur l'industrie économique, sur l'industrie pétrolière, sur l'industrie militaire, sur toutes les industries, sur l'industrie du divertissement, enfin tout ce qu'on veut. Par contre, dès qu'on doit attaquer l'industrie pharmaceutique, il n'y a plus personne. Ça fait peur à tout le monde. Alors ça, c'est incroyable. C'est comme si, voilà, on en parle dans toutes nos émissions, mais ça, c'est fou. L'industrie pharmaceutique, c'est comme si ces gens-là, je leur en veux pas, mais c'est comme si ces gens-là se dire, ah non, je ne veux pas, et si je perds confiance dans mon médecin, dans mon vétérinaire, dans mon pharmacien, dans mon ministre de la Santé, c'est comme s'ils n'étaient pas capables de tenir cette émotion. C'est comme s'ils allaient s'effondrer. C'est quelque chose. On va pas lancer un débat là-dessus, mais c'est pour compléter ce que vous disiez. C'est très intéressant. Alors Virginie, oui. Alors attendez, parce qu'on est on a fait plus de la moitié de l'émission. Léonore, juste avant de redonner la parole à Virginie, Léonore, est-ce que vous avez vécu quelque chose comme Virginie à ce niveau-là, au niveau de voir effectivement des élevages être persécutés de cette manière-là?
Pour des raisons, on va dire, familiales, professionnelles, on n'est pas allé jusqu'au bout comme Virginie. Donc on a reçu une mise en demeure. En fait, on a eu pendant 4 mois, on a temporisé. Parce que pour nous c'était hors de question de vacciner, et puis on a reçu une mise en demeure effectivement du préfet au bout de 4 mois après le début de la campagne de vaccination obligatoire. Alors tout de suite on avait senti un peu la musique parce que ils font des grandes réunions. Les autorités font des grandes réunions à l'arrivée de la maladie pour faire des zones réglementées, et dans les réunions, c'est des réunions publiques pour les éleveurs en fait. Et j'étais un des seuls à me lever, à poser des questions sur les fondements de leur politique qui était présentée. Hein. Donc, vous savez, au début, on va vous dire, on va abattre vos animaux pour préserver les autres de la maladie. Et puis à la fin, on va vous dire, écoutez, si vous avez besoin, appelez les psychologues de la MSA. Voilà, début de réunion bourreau, fin de réunion sauveur, quoi. Donc c'est vraiment une torture psychologique, hein. Vraiment, je vraiment bien que il faut vraiment que ceux qui nous écoutent s'emparent de ces sujets, parce que c'est vraiment la base de tout. Ça crée des dissonances cognitives et ça vous rend fou. Donc j'étais un des seuls beaucoup de collègues ont posé des questions, mais des questions, on va dire, qui fâchent sur les fondements de leur politique et leurs réponses sanitaires. J'étais le seul, vous voyez, un des seuls. Et vous voyez, moi, ce qui m'a beaucoup interrogé, et c'est pour ça que ça m'a aussi dit, mais en fait, c'est le moment de bouger parce qu'on ne pourra pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire que j'ai interrogé les autorités devant dans une salle pleine de plus de 150 éleveurs. On m'a coupé la parole à un moment donné en me disant que je posais trop de questions. Et vous n'avez pas un seul paysan, en tout cas dans notre région, là où j'étais, hein, sur le moment, qui a dit, mais attendez, le jeune là, il a des questions intéressantes, redonnez-lui la parole. Et en fait, c'est à chaque fois, il y a une urgence qui est créée, une confusion. Et on nous répondait, on est dans l'urgence, c'est comme ça, de toute façon, on peut pas faire autrement. Et puis en fait, on se rend compte que 6 mois après, ça a déjà changé parce que c'était une dose et puis finalement c'est une deuxième. Et donc c'est une confusion, et que si vous n'êtes pas prêt en fait psychologiquement à la violence qui va vous être faite, et ben vous êtes tellement tétanisé, sidéré, que vous n'avez même pas la capacité de dire mais attends, il y a quelque chose qui va pas, ou alors du moins laissez-le parler parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Ouais. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit mais c'est pas possible, il va falloir faire autrement. Donc nous, comme on est en vente directe et puis on a aussi beaucoup de clients particuliers, aussi restaurateurs, on leur a parlé des abattages des vaccinations. Et puis ensuite, c'est comme ça qu'on a commencé à créer notre collectif avec d'autres collègues dans la région. Et ça a duré donc ensuite, ça c'était au mois d'octobre, et au mois de février, donc on a temporisé jusqu'au mois de février et on a reçu la mise en demeure. Et là, comme je disais, pour de différentes raisons, on a cédé, quoi. On a cédé parce que il y avait pareil comme Virginie, il y avait des menaces, vaccination d'office, et puis menaces de suspension d'activité, donc plus le droit d'acheter, plus le droit de vendre. Et donc pour plein de raisons, on a cédé. Mais je pense que de toute façon, si on avait continué, on aurait peut-être tenu seulement 15 jours ou 3 semaines supplémentaires, quoi. Voilà. C'est là où. Mais le combat n'est loin d'être fini. C'est pas parce que j'ai cédé que j'étais d'accord déjà. Et le combat n'est loin d'être fini. Il fait que commencer d'ailleurs. Et c'est là où c'est intéressant, Virginie, je vous redonne la parole, c'est que justement, maître Diane Protard, l'avocate qui se bat là-dessus, le dit très bien. C'est-à-dire que, en fait, là, avec ces viols de propriété que vous venez de subir là, il y a une semaine, là, on enregistre, on est le 22 avril. Il y a quelques jours, il y a eu la même chose en Ariège dans plusieurs fermes où les vétérinaires tirent au fusil à distance pour vacciner dans des propriétés, dans des lieux privés. En fait, ils commettent. Quand on dit ils, c'est les autorités en tout genre et les exécutants des autorités font tellement de boulettes juridiques qu'effectivement, ça va faire cas pour plus tard. Bon, maintenant, quand on est journaliste libre, on ne croit plus trop dans l'état de droit, malheureusement, mais par contre, on ose espérer que ça serve au moins de compréhension, comme dit Léonore, pour la population. Virginie, on vous redonne la parole, pardon.
Oui, bah oui. Alors déjà, moi, je voulais revenir aussi sur les réunions qu'on a eues parce que bah, nous, c'était pareil. En fait, personne s'est soulevé dans la salle. Euh, dans toutes les phrases qui ont été dites par ceux qui nous expliquaient la dermatose, à chaque fois, il y avait la vaccination. Quand on demandait, il y en a un par exemple qui demandait, bon, qu'est-ce qu'on fait en attendant de pouvoir vacciner? Comment on procède? Bah, dans tous les cas, faut vacciner. Enfin, à chaque fois, en fait, ça a été un bourrage de crâne collectif impressionnant. Euh, voilà. Pour en revenir, sinon, bah oui, oui, ils font énormément d'erreurs. Donc, on va pas s'arrêter là, bien sûr, hein. On va contre-attaquer, bien sûr, juridiquement parlant, hein, et légalement parlant aussi. Mais, euh, mais oui, on aimerait trouver les failles pour que ça cesse, en fait, parce que ça va être. C'est pareil. Ils avaient dit une dose, puis finalement, maintenant, il faut vacciner les petits veaux de 3 à 6 mois parce que ceux qui ont été vaccinés avant 3 mois, bah, finalement, ça marche pas. Et puis les vaches, bah, ça va être tous les 12 ou 15 mois. Enfin, en fait, ça va être un perpétuel recommencement. Donc, jusqu'où leur folie va aller, je ne sais pas, mais ça serait bien qu'on trouve la solution. Déjà ne serait-ce que pouvoir communiquer avec eux, dialoguer avec eux, chose qu'ils veulent pas. Et ça c'est vraiment un gros problème, en fait. Mais vous êtes prêt à dialoguer avec les autorités malgré ce qu'ils ont fait? J'aurais beaucoup de mal. Mais en même temps, il n'y a pas que moi dans l'histoire. Donc là, il y a eu une énorme violence qui a été faite à notre rencontre, aussi bien moi que Joanne, que Christelle, et puis tous les autres. Même Léonore, finalement, ça a été quand même C'est quelque pareil, chose. c'est contre son consentement aussi. Ben Suspension voilà, d'activité, vous pouvez plus payer vos salariés, vous avez plus de rentrée d'argent, c'est fini, ben hein. oui. Voilà, voilà. Et là, c'est des méthodes de coercition qui sont quand même extrêmement violentes et ça c'est plus possible en fait. Et là, aujourd'hui, on parle que c'est pour notre métier d'éleveur, pour nos bovins, mais qu'est-ce qui nous attend à la suite? Parce que là, ils testent sur les bovins, mais ça peut être quoi la prochaine fois? Les enfants, les humains, enfin, Alors, comme je disais en introduction, en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le sommet de l'iceberg. Et pour bien comprendre ce qui se passe, il me semble tout à fait nécessaire de retourner au fondement de la situation. Donc, en fait, c'est depuis l'après-guerre, vous avez eu le plan Marshall. On va faire un peu d'histoire, hein, ça me semble voilà important. Vous avez eu le plan Marshall qui a fait que le monde agricole s'est industrialisé. Donc c'était un plan qui venait des Américains. Donc il y a eu énormément de mécanisation et d'intrants, notamment chimiques, pour on va dire industrialiser l'agriculture. Et ce qui fait que il y a eu avec ces deux phénomènes un agrandissement des fermes et une baisse continuelle. Ensuite, vous avez eu un nouveau coup de on va dire de marteau avec l'Europe où il y a une libéralisation des échanges commerciaux qui a été progressif, hein. Donc une agriculture mondialisée où les paysans de toute la planète rentrent en concurrence entre eux. Voilà. À côté de ça, il y a eu aussi l'augmentation des normes et des charges sociales, donc sur le coût du travail et puis la façon de produire en France, ce qui n'était pas du tout le cas, ce qui n'est toujours pas le cas à l'autre bout de la planète, ce qui fait qu'il y a des concurrences déloyales. Et aujourd'hui, l'agriculture est prise dans un étau en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est un peu le schéma global. Après, il y a toujours eu des résistants entre guillemets à tout ça depuis longtemps.
donc notamment quelqu'un comme mon grand-père avec d'autres. En fait, c'était là au tout début du bio, c'était la méthode Lemaire-Boucher. Hein, donc Monsieur Lemaire, c'était un ingénieur, enfin un généticien, et Monsieur Boucher, un ingénieur agronome, qui avait dit à l'époque, c'est une aberration de sélectionner les variétés de blé à outrance, puisqu'elles sont de plus en plus fragiles. Et derrière, il y a de plus en plus de maladies. Donc oui, il y a plus de rendement, mais plus de maladies, ce qui fait qu'on augmente la dépendance à tous les produits qu'on connaît. Et donc ça, c'était dans les années fin 50, début 60. Hein. Donc ça remonte déjà à longtemps qu'il y a eu des autres voix qui ont essayé dans le désert de crier leur autre solution, on va dire. Et puis Monsieur Boucher aussi, lui, il était axé sur la vie du sol, donc il disait que c'était une aberration de spécialiser les paysans en zone de plaine dans la grande culture, en enlevant complètement l'élevage et les bocages pour faire des unités voilà de plaine, enfin des unités, on va dire de grande culture dans les zones de plaine et d'élevage dans les zones anciennement bocage remembré, et ce qui fait qu'il n'y a plus de matière organique au bon endroit et de façon équilibrée sur le territoire, et on amène du coup de la matière, des engrais chimiques, quoi. Et donc bon, du coup, tout ça pour dire que il y a toujours eu cette, on va dire, cette autre voie, mais elle a été très vite enterrée. Hein, il y a eu énormément de. Là, j'ai pris pour l'occasion, je vous le montre. C'est peut-être à l'envers du coup sur la vidéo, mais vous voyez par exemple un journal qui date de 1974, ça s'appelle Agriculture et Vie, ça a été ensuite censuré parce qu'il y avait trop d'informations compromettantes par rapport à ce que nous amenait le monde industriel. Et ensuite, il y a eu quand même des savoir-faire qui se sont perpétrés, mais ça a été toujours un peu sous le manteau, parce que dans les écoles agricoles, ça n'a jamais été reconnu et divulgué. Hein. Bien sûr, il fallait surtout pas que les ingénieurs et aussi les futurs paysans, notamment les fils de paysans, connaissent la vérité. C'est-à-dire la vérité de ce que c'est vraiment la vie d'un sol et le système immunitaire des animaux, hein, pour faire simple. Pourquoi ? Parce que si la vérité serait divulguée, eh ben, il y aurait beaucoup moins de dépendance à tout ce qui est engrais chimiques, variétés sélectionnées, etc., etc. Et derrière, beaucoup moins d'argent, en fait, hein, tout simplement. Et surtout beaucoup moins de dépendance. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ils recherchent, c'est-à-dire qu'il faut que, en fait, le paysan soit de moins en moins autonome, de moins en moins indépendant, pour non seulement faire de l'argent, donc que l'argent soit extrait on va dire du village, de la ferme, pour qu'elle aille à des strates supérieures. Et donc ça, c'est au niveau financier, mais il y a aussi un niveau, je pense aujourd'hui, de contrôle, c'est-à-dire, voilà quoi de mieux de contrôler une population, on l'a déjà vu sur d'autres aspects pendant le Covid, mais au niveau alimentaire, si on contrôle et on rend dépendant les paysans, on contrôle la population et la société avec l'alimentation. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est la continuité, c'est-à-dire que ce système d'industrialisation et de dépendance continue dans le cadre des maladies, entre guillemets, sur les animaux. Et on voit aujourd'hui, mais comme sur les humains finalement, on voit aujourd'hui une hygiénisation maximum, c'est-à-dire que encore une fois, je suis désolé, on repart sur les fondements, mais c'est vraiment des trajectoires qui sont opposées, et il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que ils sont partis pour plein de raisons différentes sur le fait que la maladie est un problème en soi. Alors qu'en fait, non, la maladie, elle veut dire quelque chose. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que là, on parle de la DNC. Alors nous, on aime bien la nommer la DNB, parce que en fait, voilà, dermatose nodulaire, oui, mais contagieuse, non. C'est les insectes qui la transmettent essentiellement.
Donc, en fait, Et B, c'est pour aujourd'hui, bovine, puisque de base, elle s'appelait bovine comme ça, pas contagieuse. voilà. Et bon, donc mais aujourd'hui c'est la DNB, mais demain et hier ça sera, enfin hier c'était autre chose et demain ça sera autre chose. Bon là aujourd'hui, pour parler spécifiquement de cette maladie, elle n'est pas transmissible à l'homme. Il y a très peu de mortalité. Les bêtes en l'espace d'une semaine ou 15 jours, elles guérissent. Alors après, on peut plus ou moins aider avec des remèdes qui sont utilisés, on va dire un peu sous le manteau, parce que c'est pas des remèdes officiels, voilà, mais qui ont prouvé leur efficacité. Alors nous, en France, sur d'autres maladies virales, parce que la DNB est nouvelle en France, ça c'est voilà. C'est le cas, mais par contre, la DNB est quand même présente en Afrique depuis 100 ans maintenant, et en Asie aussi, et ils l'ont soigné avec d'autres méthodes qu'on peut utiliser aussi aujourd'hui. Donc, il n'y a pas, donc il n'y a pas d'incendie à allumer outre mesure. Il faut garder la tête froide et il faut rester sur des choses terre à terre. Mais en fait, plus on va en fait faire peur aux gens et notamment aux collègues, aux paysans, hein, plus on va réussir à faire passer des pilules qui, en temps normal, n'arriveraient pas ou moins bien à passer. Voilà. Donc il y a toute un jeu de dupes en fait, un jeu de psychologique, et ça malheureusement très peu de personnes le comprend, et pour ceux qui le comprennent, ils ont peur d'avoir des coercitions, notamment financières, avec tout un système de subventions et d'attribution des terres et des prêts financiers, où quand vous sortez des sentiers battus, vous avez potentiellement un système qui vous tombe dessus, quoi. Voilà. Là où c'est intéressant, notamment avec des passes sanitaires, mais c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on dirait qu'ils sont encore plus violents et finalement, on pourrait dire spéciste, mais ils se disent avec les animaux, les vaches, c'est pas grave. Les êtres humains, voilà, on fait quand même attention. Quand Macron avait dit j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés, etc., ça avait fait tout un tollé. Pour les vaches, on dirait il n'y a pas de problème, tout le monde peut faire n'importe quoi. Enfin, comment vous voyez vous deux la chose? Ben, je dirais que s'ils l'ont fait pour les humains une fois, pourquoi pas essayer sur tout le reste, hein. C'est hélas quoi. Alors finalement sur les humains ça a été libéré, hein. Enfin voilà, mais vous savez, j'ai une anecdote à vous partager. J'ai un collègue qui fait du porc, et vous savez, il y avait eu tout un système de mise en place pour le porc plein air, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait la peste porcine. C'est un peu, vous savez, aussi sur les poulets, ils ont peur pour la grippe aviaire. Donc il y a vraiment ça qui a été déjà mis en place avant les vaches, bien avant même le Covid, hein. Et vous aviez une contrôleuse qui avait contrôlé donc mon collègue en porc, et pour voir si il y avait bien une double clôture avec un sas d'entrée, alors que c'était un élevage plein air, hein. Un sas d'entrée comme un vestiaire en plein air. Donc, pour un pédiluve, lave-main, lave-botte, pour combinaison, et vous aviez un sas d'entrée en plein air. Voilà, c'est quelque chose de complètement lunaire. Et donc, la contrôleuse lui a dit, mais vous savez, et c'était pendant le Covid, ça, ou juste avant, vous savez, aujourd'hui, c'est les porcs plein air, mais demain, ça sera les vaches plein air. Donc, en fait, c'est complètement planifié, et il y en a, et c'est voilà, même la contrôleuse de la DDPP locale l'a reconnu. Et c'est mais pour ces gens-là, en fait, c'est ce qu'ils ont appris et ils l'appliquent. Alors après, peut-être qu'il y a un plan au-dessus pour dire de toute façon, on va utiliser ça comme un prétexte pour contrer la petite paysannerie. Je ne sais pas, peut-être. Mais c'est planifié tout ça. Et après, on ne sait pas demain qu'est-ce qui va en être, mais dans tous les cas, tant qu'on les stoppera pas, ça continuera. Voilà, parce qu'ils ont le contrôle, et ils font de l'argent en même temps qu'ils nous contrôlent, donc ça continuera. D'ailleurs, Léonore, là-dessus, un petit mot sur les... Tout à l'heure, vous parliez des financements opaques des écoles de vétérinaires. Pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui aimeraient comprendre le monde, qu'est-ce que
Alors vous dites que vous êtes allé voir un petit peu, vous avez essayé de retracer qui subventionne ces écoles, etc. Et que souvent c'était opaque. Est-ce que vous avez pu trouver quelques pistes? Est-ce que vous pensez que ça vient de l'industrie pharmaceutique? Comment est-ce que ça marche? Alors, je vais pas non plus trop m'avancer parce que je reconnais que j'ai pas tout feuilleté. Voilà, j'ai un élevage et voilà, donc On pourra en je reparler dans le suis futur. Oui, 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 pas de souci. voilà, donc j'aimerais bien avoir du temps et de l'argent pour faire des études là-dedans, mais bon, c'est pas le cas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour les écoles d'agronomie. Là, j'ai une preuve flagrante. On recevait quelque temps, enfin surtout mes parents, des stagiaires donc en école d'agronomie pour un ingénieur agronome. Et vous aviez donc en alternance, enfin des périodes de stage et des périodes de cours. Et j'avais regardé justement sur l'école d'agronomie, c'était qui le financeur principal. Alors, je vais pas dire quelle était l'école, par contre, je vais dire c'était qui le financeur, c'était Bayer Monsanto. Et en fait, j'en ai parlé aux stagiaires pendant le stage. Et je lui demande, est-ce que tu sais c'est qui paye tes profs? Alors là, elle me regarde avec des gros yeux. Et je dis, fais tes recherches. Donc, exprès, fais tes recherches. Voilà. Il y en a certains qui trouvent, d'autres non. Et je dis, tu regarderas bien, c'est Bayer Monsanto. Voilà. Ah, c'est Bayer maintenant, parce que Monsanto a été racheté, mais voilà. Et les écoles de vétérinaires, les écoles de médecine, c'est exactement pareil. Donc, à partir de là, alors après, c'est pas forcément des financements directs. Et encore que, là, cette école d'agronomie, c'était sur le site de l'école d'agronomie, vous aviez le logo de Bayer, enfin, c'était Monsanto à l'époque, mais qui était sur le site, quoi. Si vous cherchiez bien, vous le trouviez. Alors après, il y a des financements qui se passent de façon détournée avec le ministère et autres, et puis des ONG, des fondations, enfin bon, là, il y a plein de choses qui existent. Mais voilà, il faudrait être. Alors après, il faudrait rechercher avec des journalistes d'investigation, quoi. Mais c'est voilà. C'était juste Et mais pas de souci. en fait, ce que je veux surtout, ce qui est au-delà de dénoncer tout ça, il faut donner des solutions. Donc, des solutions, il y en a plein. Pour au niveau des écoles agricoles, et ben, il faut qu'on se retrousse les manches, nous les paysans, en premier lieu. Alors, je vais peut-être je vais peut-être paraître sévère pour le monde agricole, mais en fait, c'est à nous de former les ingénieurs agronomes. C'est pas à l'école qui est subventionnée par ceux qui nous persécutent. Et en fait, si vous aviez des parents, encore une fois, qui disent à l'enfant, tu vas dans telle et telle ferme, des fermes comme les nôtres, collectivement, là, ceux qui essayent de faire différemment, mais l'ingénieur agronome, au bout de 5 ans, il fait 6 mois dans chacune des fermes, ou 3 mois dans chacune des fermes dans 6 ou 10 fermes différentes. Et ben, au bout de 5 ans, il va connaître la réalité de la chose pour faire différemment. Mais c'est une responsabilité collective entre les parents et entre les paysans. Et il y a du lien à retrouver. Ils ont tout fait pour casser les liens, donc forcément. Et puis, en termes pour le système unitaire des animaux, c'est exactement pareil. Nous, on a des terres blanches de Bresse, c'est-à-dire c'est des terres à très faible potentiel. Et ben, on a réussi, donc mon grand-père à l'époque, mon père ensuite, de génération en génération, à équilibrer les sols pour que, notamment minéraux en oligo-éléments, pour que les animaux mangent de l'herbe le plus équilibré possible. Derrière, de façon extensive, et derrière, quand il y a une maladie, déjà vous avez très peu de maladies, et quand il y en a une, on va pouvoir donner des choses en curatif, mais de façon au cas par cas, et le plus souvent de façon naturelle, parce que l'animal en lui-même, au départ, il a un organisme qui est fort pour combattre la maladie qui lui arrive. Voilà, donc bon, il faudra faire une autre émission exprès pour ça, mais des solutions, il y en a plein. Je pense qu'on en refera pour approfondir ces sujets-là avec grand plaisir. On vous accueillera de nouveau dans tous les cas sans problème. Virginie, peut-être alors voilà, on commence à aller vers la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, Virginie? Avec grand plaisir de vous écouter. Déjà, ce qui est important, c'est de relayer ces informations pour qu'un maximum de personnes comprennent la situation dans laquelle on est et nous rejoignent même.
parce que là, c'est pour chacun d'entre nous. Là, à l'heure actuelle, la violence qui nous est faite, et puis là, ils se sont vraiment attaqués violemment pour commencer aux femmes, en fait. Hein. C'est triste, mais c'est la réalité. Voilà. Et puis aussi participer. Donc, il y a toujours la plainte déposée contre Annie Genevard et puis Laurent Nunez pour acte de cruauté envers les animaux. En ce qui concerne la ferme chez la famille L'Homme, mais aussi ce qui s'est passé chez Christelle Record, qui est inadmissible, et puis d'une violence inouïe. J'ai suivi un peu comment elle travaille, et je comprends pas qu'on ait pu détruire son travail en une journée, en fait. Un travail de 10 ans, travail acharné, des recherches et tout. Et puis oui, voilà, pour Est-ce que vous rejoindre pouvez rappeler, Léonore. pour ceux qui n'ont pas vu les lives de Toxin et d'autres médias, dont François, est-ce que vous pouvez rappeler ce qui s'est passé chez Christelle Record? Chez Christelle Record, ils sont arrivés à 120 gendarmes CRS militaires, plus des vétérinaires, dont 2 qui arrivent d'un zoo, donc qui ont fléché les animaux, en particulier les veaux qui étaient fermés dans des cases dans la stabulation. Ils les ont fléchés pour les vacciner. Ça a été fait dans des conditions qui sont pas normales, parce que selon la notice d'utilisation du vaccin, il est bien dit que ça doit être fait en sous-cutané, et là, en envoyant des fléchettes, ça n'a pas du tout été fait en sous-cutané correctement, quoi. Voilà, donc rien que déjà ça, et puis ça a été un combat toute la journée. Discuter avec les autorités. Elle avait fait en sorte de pouvoir être aussi devant le juge des libertés pour demander un recours suspensif, mais les autorités n'ont pas voulu attendre, en fait. Et ça, c'est grave. Voilà, on bafoue vraiment toutes nos libertés. Vraiment énormément. Parce que ce qui est très intéressant chez Christelle Record, c'est que justement, la préfète avait 48 heures, avait un mandat de 48 heures pour faire vacciner. Ils étaient quasiment arrivés jusqu'au bout. Ils ont tellement mis la pression sur la ferme qu'effectivement, à la fin, Madame Record a cédé. Mais c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, à partir d'un moment où un préfet a un mandat de 48 heures, il se dit, bon, maintenant, il faut y aller. Même si on me demande un recours, quelque chose de suspensif, non, il faut y aller, tant pis. Et c'est très intéressant puisque les personnes sur place décrivent vraiment une panique et Madame la préfète à ce moment-là, Madame le préfet, faut dire, c'est toujours pareil. Mais c'est très intéressant parce que c'est quelque chose où on voit que les autorités sont en panique face à des citoyens qui essaient de leur résister. Comme si eux avaient, alors en plus, on n'en parle même pas, mais des préfets, des hauts fonctionnaires. J'imagine que la plupart n'ont jamais mis un pied dans une ferme. Bon, ça c'est voilà, mais ça vaut quelque chose. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'attendent même pas que la population leur explique comment ça se passe sur le terrain. Bon, bref, et comme dit Léonore, il faudra qu'on en reparle parce que ça, on peut en parler des heures. Surtout, et on essaie de leur résister pacifiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun heurt, il n'y a eu aucune violence de notre part. Et ça. Alors ça les déstabilise quand même parce que ils s'attendent à ce qu'on soit violent, mais on n'a aucune raison de l'être. Malgré tout, même si au fort intérieur on boue, on reste digne et calme, quoi. Et Léonore, ça vous a fait réagir aussi quand elle a dit ça, Virginie? Oui, par rapport à la violence, on a bien vu par exemple avec les gilets jaunes qui étaient à Paris. En fait, vous voyez, ils sont violents, voilà, et on réprime par la force parce qu'ils sont violents. Donc c'est toujours une inversion accusatoire. Donc si on leur donne, c'est un jeu en fait. Hein, donc si on leur donne pas
un jeu de ping-pong. Donc, si on leur donne pas la balle, ça les déroute complètement. Et effectivement, les solutions, c'est pas d'aller chercher les forces de l'ordre. Ils sont toujours plus forts que nous. Par contre, les solutions, comme je disais, il y en a et au quotidien. Moi, j'invite les gens à aller chercher les paysans à côté de chez eux et de voir s'ils font de la vente directe. Et s'ils font pas de la vente directe, et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais s'ils font pas de la vente directe, d'aller leur demander des produits de la ferme. Et vous inquiétez pas, si au bout s'il y a 20, 30, 40 personnes dans la ferme qui demandent le lait, la viande, la farine dans la ferme, il va bien en faire un petit magasin. Et s'il n'est pas d'accord de faire un magasin, que les consommateurs faites des magasins participatifs. Et à tour de rôle, vous tenez les magasins. Il y a plein de solutions. Et là, avec de tels projets, vous recréez du lien social, vous recréez des liens économiques, un tissu, et derrière, il y aura forcément un soutien mutuel entre le producteur et le consommateur. Ils pourront rien faire du tout. Donc la résistance, c'est même pas contre eux au départ. La résistance, c'est d'aller voir notre voisin. Et voilà. Tout à fait. On peut finir sur ces paroles. Belle parole, ça voudrait rien dire, mais c'est juste, effectivement, c'est recréons du lien humain, puisque quand on délègue en fait le pouvoir politique aux politiques et que le citoyen passe juste son temps à faire du travail qui est parfois très capitaliste et juste purement économique, mais qui n'aide pas finalement la communauté locale, qui n'aide pas son voisin, c'est à partir de ce moment-là où la corruption s'infiltre et où les politiques deviennent complètement désorganisées en général. Merci à vous deux d'avoir pris le temps, c'était vraiment passionnant. Je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo, mais on en reparlera de ces sujets-là. On refera des vidéos à plusieurs comme ça pour continuer à parler du monde de l'agriculture et comment est-ce qu'on peut avoir, que ce soit sur l'agriculture ou comme l'a très bien dit Léonore, sur d'autres trucs, comment est-ce qu'on peut revenir vers une société saine. Merci encore à vous deux d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci. Merci. Et un petit dernier mot sur, n'oubliez pas, effectivement, on a si vous voulez continuer à soutenir l'actualité libre, le journalisme libre, il y a déjà le festival Nexus les 27 et 28 juin prochains, n'hésitez pas à aller voir sur notre site nexus.fr et le magazine, bien sûr, que vous pouvez trouver aussi en kiosque, puisque Nexus c'est une chaîne YouTube, mais il y a aussi le magazine papier que vous pouvez trouver en librairie. Et plus vous vous abonnez, plus on peut continuer à essayer d'en mettre un petit peu partout en France. Et ça, effectivement, comme viennent de le dire Léonore et Virginie, c'est un moyen de lutter de manière pacifique que juste d'essayer de recréer finalement du bon sens aujourd'hui. Merci encore à vous deux et à très bientôt. Et bon courage, surtout pour la suite. Merci. Merci.